Euh, donc bonjour, moi je me présente, je suis Manuel Bourriot. J'ai une, je, je, je crée une activité. On recommence, non? Ça te gêne toi ou on y va parce que si, si c'est. Faites comme si. D'accord. Ah oui. Oui, on va peut-être attendre. Ouais, à un moment donné. Ouais, il faut commencer. On a passé un quart d'heure avec les... Donc je m'appelle comment? Donc je m'appelle Manuel. J'ai créé il y a 3 ans une activité autour de la protection de la nature qui s'appelle EPOPS Biodiversité. J'étais dans une couveuse d'entreprise et là maintenant je crée une association. Euh, je vous présente Yves Bormann. Oui, donc moi je travaille chez Haute Nature. Je suis chargé de mission là-bas. J'ai plus un profil naturaliste, même si ma fonction est de rechercher principalement des fonds et de décrire des projets de conservation de la nature et d'éducation à l'environnement. Donc voilà, je travaille chez Haute Nature depuis 3 ans, principalement sur les thèmes qu'on va aborder là, qui est la faune-flore, donc ce qu'on appelle la biodiversité, dans les systèmes agricoles de production, qu'ils soient viticoles, agricoles ou d'élevage. Donc voilà, on aura chacun peut-être parfois des visions différentes dues à la formation et à la diversité des opinions aussi, hein. C'est un petit peu ce qu'on avait parlé. Et donc l'objectif de cette conférence, de ce débat, c'est un petit peu d'ouvrir la réflexion et d'offrir des outils pour toute personne sensible et qui a l'envie de développer la biodiversité dans ses activités. Et notamment dans l'exploitation agricole. Donc nous, là, on n'a pas beaucoup de temps. La biodiversité, c'est un mot valise dans lequel on peut mettre beaucoup de choses. Donc on va parfois un peu forcer le trait pour faire passer le message, hein. Donc il faut pas... voilà, faut garder ça à l'esprit. Le... Quelqu'un a une définition de la biodiversité avant de commencer? Ça prend 2 minutes, on n'est pas beaucoup. C'est un terme qu'on utilise énormément. C'est quoi pour vous la biodiversité? Les politiques l'utilisent en permanence, les agences de communication, les grandes associations, elle est en train de tomber. Qui est naturelle, donc d'après vous. Oui. Ok. D'accord. Ouais. Ok. Est-ce que quelqu'un a une autre définition ou une approche de qu'est-ce que la biodiversité? On en entend beaucoup quand même, hein. Il y a des conférences internationales, Moi, c'est le pluriel, c'est la culture plurielle. Ça peut être à la fois les cultures, la biodiversité des plantes, etc. Mais ça peut être aussi la biodiversité des animaux, mais aussi des cultures, des langues, les façons de penser. Pour moi, la biodiversité, c'est ça, c'est vraiment le mélange et c'est la richesse. Ouais. Tout ce qui touche le vivant. Ok. Je trouve que c'est la définition un petit peu parapluie qui réunit tout ce qu'on vient de dire. Je termine la définition. D'habitude, il est convenu de dire que la biodiversité, c'est l'ensemble des organismes vivants. C'est déjà une simplification, mais qui sont présents dans la biosphère, sur la Terre. Alors il faut savoir que cette biodiversité, c'est une définition simpliste. Pourquoi? Parce qu'au sein de cette biodiversité, c'est sûr que c'est une biodiversité du vivant, mais c'est aussi une biodiversité des ensembles du vivant. Donc on parle de diversité d'habitat. Les milieux, les forêts, il y a une biodiversité propre. Ce sont des écosystèmes, donc ce sont des systèmes composés eux-mêmes de facteurs abiotiques, tout ce qui est non vivant et du vivant. Mais aussi la biodiversité, on pourrait l'étendre à beaucoup plus que des espèces. Parce qu'au sein des espèces, il y a des sous-espèces, au sein des sous-espèces, il y a des individus, chez le monde animal, chez les plantes, qui réagissent différents à des facteurs externes, à des pressions externes. Chez l'humain, il y a le facteur culturel qui joue aussi, et donc qui nous amène à dire que quand on parle de biodiversité, c'est peut-être pour cela que le terme est très souvent utilisé en politique, c'est très flou.
c'est très flou, il n'y a pas une définition très simple, et bien souvent on a même un point de vue différent selon le type d'activité qu'on mène. Un agriculteur, il le verra peut-être comme des auxiliaires qui l'aident à produire, le naturaliste va le voir comme un argument patrimonial pour conserver et bloquer un bout de nature pour qu'il reste comme témoin du passé. Le chasseur le verra comme une source de son loisir pour chasser des animaux. Et puis alors après... Un labo de recherche le verra oui. comme source de profit. Voilà, de profit pour des médicaments. Et d'exploitation. Et des expérimentations. Donc voilà, c'est un petit peu pour dire que cette biodiversité, elle est présente partout, elle est très variable. Et elle est variable dans le temps et dans l'espace aussi. Et dans l'espace. Donc, souvent, on imagine un espace avec sa biodiversité de manière un peu statique, c'est-à-dire dire l'environnement est naturel, c'est celui-là, ça a toujours été comme ça. Alors qu'en fait, la biodiversité, elle évolue tout le temps au cours du temps et à différentes échelles de temps. C'est-à-dire, on sait qu'il y a déjà eu, je crois, 6 extinctions d'espèces. On pourrait les qualifier de naturelles, en disant la 7e ne sera peut-être pas naturelle, mais en fait, nous, si on se considère comme faisant partie de la nature, la 7e extinction elle sera aussi naturelle. Donc, il y a ces fluctuations dans le temps pour changer, en fait, dans le changement en quantité et en qualité des espèces. Et après, à d'autres échelles de temps plus petites, il y a une biodiversité qui change sur un même espace. C'est-à-dire que la biodiversité en Europe occidentale n'était pas la même avant l'arrivée de l'agriculture qu'après. Voilà. Effectivement, l'agriculture, c'est ce qui a amené, un énorme changement. Et il y a beaucoup d'espèces auxquelles on est attaché, qu'on appelle patrimoniales, en fait, parce qu'elles sont directement... Elles représentent un peu l'activité qu'on fait de l'espace. Donc, elles font partie du patrimoine, on se les approprie, elles font partie d'une identité et elles caractérisent un lieu. Et donc, ces espèces-là, souvent on se dit, elles sont intéressantes, elles caractérisent un lieu, donc on va essayer de les conserver. Et on peut partir dans une conservation un peu conservatrice, patrimoniale, c'est-à-dire on va mettre sous cloche en disant ça c'est une espèce intéressante, on la garde. Alors que si en fait on considère que l'agriculture évolue, et elle évolue tout le temps, cette biodiversité en fait elle peut changer quoi. Et c'est la première réflexion à avoir, c'est de se dire à quel moment j'immobilise et à quel moment je me dis en fait les choses changent et c'est normal quoi. Il y a une espèce qui disparaît peut-être temporairement ou peut-être un peu plus un peu plus définitivement, ça veut rien dire mais oui définitivement. Voilà, à quel moment on se pose la question de dire je conserve ou je laisse faire l'évolution naturelle. Voilà, alors après les enjeux, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Manuel, mais les enjeux sont qu'actuellement les modifications que sont en train de subir les éléments de notre biosphère s'accélèrent. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une accumulation de problèmes, de modifications au niveau climatique, au niveau de gestion de l'espace, des ressources naturelles, d'occupation de l'espace, qui fait que de nombreux habitats, espèces de plantes et de faune et flore n'ont plus le temps de s'adapter. Donc on se trouve face à une situation inédite dans l'histoire de la biosphère, où on est un petit peu face à l'équivalent d'un accident majeur tel que la chute d'un astéroïde. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une espèce qui est Homo sapiens, qui transforme les écosystèmes de la biosphère à telle vitesse que se pose un problème d'extinction. Donc, ce qu'on appelle un petit peu l'effondrement de la biodiversité, dont on parle énormément ces derniers temps. On parle de 70% des insectes, 30% des oiseaux auraient disparu à l'échelle de la planète ces 20-30 dernières années. Alors, c'est relatif, mais ça montre bien qu'il y a une crise. Et donc, où on met le curseur, effectivement, quelles sont les espèces prioritaires à protéger, quels sont les habitats, etc., c'est très difficile, d'autant plus que la biodiversité est un concept humain, et ce concept évolue avec le temps. Culturellement, les recherches font qu'on a une vision chaque fois un petit peu différente de cette biodiversité. Certains voient les espèces exotiques envahissantes comme un problème, d'autres le voient comme une opportunité. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau humain aussi,
la biodiversité est menacée d'autant plus que Homo sapiens ne se met pas d'accord sur ce que c'est et quelles sont les priorités et les enjeux de conservation. Tout à l'heure, Jacob parlait de la diversité du vivant et notamment des cultures, des langues. Je crois que tu avais parlé de langue. On peut faire un parallèle avec toutes les limites qu'on peut y trouver et les prudences qu'il faut avoir, mais on va vers une mondialisation de la biodiversité. C'est-à-dire, il y a des espèces qui changent de continent, mais ça depuis tout le temps. Hein, c'est pas hyper récent. Hein, c'est depuis que l'homme circule. Et les échanges intercontinentaux ont commencé dès la préhistoire. Et j'ai perdu mon idée. Oui, donc voilà, ce n'est pas un fait nouveau que la biodiversité se modifie au niveau local. Il se passe que la vitesse des changements, de nouveau, s'accélère. Une étude de l'année passée parle de 2000 nouvelles espèces par an en France. Donc c'est énorme, d'espèces qui arrivent, toutes confondues. Hein. Insectes, plantes, reptiles, etc. Donc effectivement, on se dirige vers une certaine uniformisation, c'est-à-dire comme les langues, il y a des langues qui se perdent, qui étaient très caractéristiques d'un endroit, d'une population, et en matière de diversité du vivant, en fait, c'est aussi les risques que ça présente, quoi. Là-dedans, moi, mon regard que j'apporte, c'est que là-dedans, à un moment donné, dans cette réflexion-là, en fait, il faut sortir de l'idée qu'il y a une bonne chose à faire, et qu'il faut savoir laquelle et qu'il faut compter sur des techniciens ou des naturalistes pour savoir. Mais en fait, bien souvent, c'est des choix individuels qui sont à faire, là notamment sur une exploitation agricole, mais sur l'occupation de l'espace, ce sont des choix et à un moment donné, voilà, on choisit telle ou telle direction, mais il n'y a pas une approche dogmatique, il n'y a pas il faut faire ci ou il faut faire ça. Donc un technicien, un naturaliste, il pourra vous dire cette espèce, elle est sympa à conserver, ou elle représente quelque chose, ou elle se situe là dans la reconquête du territoire, enfin dans une dynamique. Ça amène des billes, mais je pense que c'est la personne qui gère l'espace qui a la décision finale de dire où je veux en venir. Et c'est pour ça que dans la gestion d'une exploitation agricole, à un moment donné, ou d'un espace agricole, c'est de se dire quel est le moment où je fais de la conservation patrimoniale qui est un peu un plaisir, c'est-à-dire comme on jardine, c'est-à-dire j'aménage l'espace avec un objectif de conservation, et à quel moment, en fait, je prends cette biodiversité comme une utilité par rapport à ma production agricole. Voilà, donc et au niveau justement des démarches naturalistes, en général, les associations, on est très bien préparées et formées pour offrir les conseils de base de comment est-ce qu'on gère cette biodiversité patrimoniale, comment est-ce qu'on s'amuse au niveau, je dirais, de son installation dans l'exploitation. Après, la biodiversité utile, qui est la biodiversité qu'on peut considérer comme auxiliaire de l'agriculteur, de l'éleveur ou des viticulteurs. Là, c'est un thème beaucoup plus technique. Et donc là, il faut plutôt se diriger vers des bureaux spécialisés, des agronomes, qui ont effectivement des réponses beaucoup plus appropriées, qui tiennent compte plus des aspects de rentabilité, ce que nous, un petit peu naturalistes, on est beaucoup moins préparés à cela. Hein. Donc on a plutôt une vision focalisée sur certaines espèces patrimoniales, qu'on estime qui sont importantes au niveau local, qui peuvent être importantes pour la mise en valeur de certains produits à la vente. Hein. Je veux dire, faire une cuvée du Rollier d'Europe ou faire une cuvée d'Apigrièche méridionale, par exemple, pourrait amener une plus-value à la vente de produits. Et donc voilà, c'est comme l'a dit Manu, il y a vraiment deux grandes visions. C'est la biodiversité patrimoniale, immatérielle, mais qu'on considère qu'il vaut la peine d'être conservée, augmenter sur le territoire local. Et puis après, il y a la biodiversité technique, professionnelle, et qui est un outil à la production. Sachant, nous, au niveau approche un peu globale, c'est de dire plus un environnement est complexe au niveau des échanges écologiques, donc de la quantité d'espèces présentes, en fait, plus il absorbe les chocs ou les perturbations. Voilà. Et plus on peut effectivement l'exploiter de manière durable. Et après, c'est effectivement aux agriculteurs de placer le curseur entre un système ultra-intensif et un système de cueillette, quoi. Voilà. Mais là-dessus, il y a vraiment une marge.
Et c'est vraiment à l'agriculteur c'est lui l'expert de son propre projet, c'est à lui de dire, ben voilà, ça je suis capable, ça je suis pas capable, mais voilà, c'est un peu ça. Oui. Tu continues, je continue. On improvise un petit peu aussi, hein, c'est la donc diversité. aidez-nous aussi en posant des questions. Oui, alors voilà. En fait, nous là, tout de suite, on n'est pas expert en itinéraire technique pour telle ou telle culture. Hein, on entend parler de l'enherbage des vignes, on entend parler de mixité des cultures entre légumineuses et céréales. Bon, ça, c'est des choses très basiques. Hein. Donc forcément, on est capable de le dire. Mais après, je pense que dans les finesses d'approche, en fait, c'est les tests et c'est les autres agriculteurs qui sont dans des démarches de tests qui peuvent vous apporter, des idées, quoi. Là, ça veut dire un peu, pour la biodiversité, adressez-vous à quelqu'un d'autre. Mais comment ? Voilà. Enfin, moi, je travaille à Argens et je connais bien le domaine des Maels. Il a fait tout un tas d'essais. Donc sur l'enherbement. Bon, là, il a dit, c'est pas satisfaisant, donc je retourne au labour, quoi. Voilà. Donc, quitte à ce qu'ils reprennent un autre essai, je sais pas, on discute pas tous les matins avec Fred, mais en tout cas, quitte à ce qu'ils reprennent un essai plus tard, voilà. Mais en tout cas, là, cette année, ou ces 2 ans, il a fait un essai qui l'a pas archi convaincu, quoi. Par contre, voilà. Et oui, alors au niveau des conseils que nous, on peut apporter en règle générale, en fait, très souvent, on a quand même pas mal de contacts avec des producteurs, hein, nous plus sur le Narbonnais, hein, par exemple. Très souvent, on nous pose la question de quelle espèce on doit planter, quelle espèce il faut faire revenir, est-ce que telle ou telle espèce est un bon signe. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas des sciences exactes, les sciences naturelles. Donc je crois qu'il faut rester sur des grands principes de base. Comme Manu l'a dit, la diversification des habitats et des milieux et des espèces est une garantie de pouvoir mieux faire face à des problèmes éventuels. Si c'est vrai que dans cette diversité, on va trouver des parasites, hein, qui viendront, les pucerons par exemple, qui viendront sucer la sève de certaines plantations, on trouvera aussi leurs prédateurs. Donc ça, c'est une règle à ne pas perdre. Plus le milieu est varié, il ne s'agit pas d'en faire un musée des habitats régionaux, mais plus il y aura des micro-milieux, c'est-à-dire des tas de bois, des pierriers, une petite mare, des haies qui elles-mêmes seront variées et bien adaptées aux conditions locales. Et c'est là où vous pouvez vous faire conseiller et aider par des associations telles que les nôtres. On ne peut pas vous dire pourquoi, mais en tout cas, on est sûr et certain, et ça fonctionne et ça a déjà été prouvé à maintes endroits. Plus de diversité, meilleure production, meilleur équilibre, moins d'attaques parasitaires, etc. Donc ceci a un impact directement sur l'utilisation des produits phytosanitaires, sur le travail du sol, sur la production en elle-même. Donc il faut rester, je crois, conscient que la science avance, mais qu'on ne comprend pas encore très très bien ce concept de biodiversité et de richesse écosystémique. Mais le bon sens nous fait dire que, effectivement, statistiquement, quand on se trouve face à un habitat plus varié, on se trouve à un meilleur équilibre. Pour prendre un contre-exemple qui va être un peu extrême, très longtemps on a mis du temps à prouver scientifiquement que la cigarette générait le cancer du poumon. Dire scientifiquement, c'est très très difficile à prouver. Statistiquement, il y avait en tout cas une relation directe. Mais là, avec la biodiversité, c'est un petit peu l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études qui tentent de le prouver, c'est très compliqué. Il y a des systèmes simples qui parfois donnent l'impression d'être aussi équilibrés. Et donc, voilà, c'est s'en tenir à des grands principes. Et là, nous, les associations, on est à même de pouvoir, d'une part, vous faire un diagnostic qui permet de vous dire, voilà, l'état actuel de votre exploitation est celui-ci. Parmi les éléments présents, que ce soit les habitats, les espèces ou les sous-espèces, on a détecté des espèces qui avaient un intérêt patrimonial, un intérêt de production, et donc vous donner des préconisations de gestion pour que vous puissiez en toute autonomie pouvoir les mettre en œuvre au niveau de votre exploitation. Et après, donc moi je travaille beaucoup sur des milieux très artificialisés.
c'est-à-dire urbain ou agricole, mais surtout urbain. Et l'idée, c'est de savoir comment rétablir ce qu'on appelle le maillage écologique, c'est-à-dire comment on favorise la circulation des espèces, parce que c'est assez important. Et en fait, l'idée de base, c'est que si sur 2 côtés de votre parcelle, vous mettez des haies, à ce moment-là, si tout le monde fait ça, le maillage, il est complètement rétabli. Hein. Vous pouvez multiplier ça comme ça et vous avez un maillage. Voilà, donc sur deux côtés de votre parcelle, et le maillage, il est rétabli. Si tout le monde fait ça, c'est bon. Et ensuite, quand on dit déplacement, corridor, effectivement, il faut des milieux sources qui fournissent des animaux et des individus. Et à ce moment-là, c'est pas mal de mettre quelques endroits, on va dire en réserve, où on ne touche pas. Ce sera la diversité, de la biodiversité commune, hein, mais ce sera des réserves et des milieux sources. Et à ce moment-là, à partir de là, ça pourra recoloniser des endroits. Et là aussi, donc, il y a un choix à faire, c'est-à-dire à quel moment on essaye d'imbriquer au maximum ces corridors et ces micro-réserves à la zone vraiment artificielle, et à quel moment on se dit, ah ben ici on artificialise à fond, tant pis, et puis à côté, par contre, de manière proportionnelle, on va prendre une parcelle plus grande et la laisser complètement tranquille, quoi. Voilà. Donc ça s'appelle organiser la porosité de la nature en milieu urbain, mais de toute façon, en milieu agricole intensif, c'est un peu le cas. Et des fois, il faut faire attention. En tout cas, il faut faire attention de ne pas tomber dans le travers, de dire « Ah, mais c'est pire ailleurs » ou « Non, mais nous, c'est bon, là, on est dans un environnement préservé. » Ça, on l'entend vachement, en fait. Mais là, par contre, ces regards-là, ils méritent d'être souvent nuancés et d'être accompagnés. Parce que sinon, il y a plein de gens qui vont vous dire « Ah, bah, nous, dans l'autre, tout va bien, quoi. » Bon, bah, parce qu'on estime que le paysage, il est joli. Donc, au niveau biodiversité, biodiversité, ça suit. C'est pas tout à fait exact. Voilà, l'exemple que vient de prendre Manu, par exemple, l'Aude communique énormément sur le fait que c'est un des départements français où il y a la plus grande biodiversité. Hein. Par exemple, la biodiversité végétale, c'est quasiment 3800 espèces. On parle de taxons. Hein. La biodiversité d'habitat s'élève aussi à plusieurs dizaines. Et c'est là où le nihilisme, comme il l'explique, de se dire de toute façon, ce n'est pas grave, cette biodiversité, elle est là, elle sera là après nous. Elle est extrêmement dangereuse, d'autant plus qu'il faut savoir que toutes les espèces qui étaient menacées il y a quelque temps, il y a quelques décennies à peine, mais sont en train de se récupérer. Donc c'est le cas de l'ours brun, du gypaète, de toutes ces espèces qu'on nous a présentées pendant des années comme espèces menacées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, l'effondrement de la biodiversité, elle est très inquiétante parce qu'elle touche justement la biodiversité commune. Donc là, ça veut dire qu'il y a un problème qui se passe. C'est la biodiversité urbaine, c'est la biodiversité principalement liée au milieu agricole. Et donc par commune, qu'est-ce qu'on entend ? Toutes les espèces mycicoles, hein, qui sont ces fleurs qui étaient liées entre autres à la production de blé, par exemple. Ce sont les hirondelles, hein, qui ont été divisées par 4 en moins de 15 ans, plus ou moins. Ce sont tous les petits moineaux, toutes ces petites espèces, les insectes qui peuplaient nos campagnes, qui sont en train de s'effondrer. Ce processus d'effondrement n'est pas connu. Il y a des théories, c'est étudié abondamment. On pense que les pesticides sont l'une des grandes raisons, la simplification et la fragmentation de l'habitat une autre. Ce qui est sûr et certain, c'est que pendant qu'on essaye d'étudier les raisons de cet effondrement, toute action qui vise à protéger et à augmenter cette biodiversité commune est du bon sens. Et du bon sens, c'est extrêmement utile. Et donc que chacun puisse, au niveau de sa parcelle, faire revenir ou protéger cette biodiversité commune est plus qu'essentiel. En fait, il y a un mot pas mal à la mode en ce moment, c'est qu'en fait, on sait que la nature est résiliente, quoi, et très rapidement. C'est-à-dire, dès qu'on lui fout la paix, elle revient, quoi. Donc des fois, ça peut paraître un peu confortable de dire bon, ça va, on a le temps. Bon, c'est pas le cas, hein, parce que effectivement, il y a des mots, il y a encore, en fait, malgré tout ce qu'on peut entendre dans les médias, il y a encore une habitude de destruction d'habitats, hein, que ce soit des habitats entiers ou des arbres bordés. Voilà, ça saute. Les arbres, ils sautent tous les jours, quoi. Beaucoup plus que ce qu'on replante. Mais ça continue, en fait. Ça continue. Vous n'avez pas entendu parler d'artificialisation des sols dernièrement, où l'Aude, par exemple, en 15 ans, a artificialisé plus de 3% de son territoire.
Donc, c'est-à-dire par artificialiser, on parle voilà, de urbanisation, parking, route, zone de lotissement. Donc cette cadence, ça amène une fragmentation de l'habitat, et donc quand l'habitat se fragmente, le maillage écologique qu'a fait référence Manuel tout à l'heure, il n'existe plus. Une route peut être une barrière pour de nombreuses espèces. Donc l'aménagement au niveau de vos terrains, que vous soyez agriculteur ou propriétaire privé, est loin d'être anecdotique. Donc c'est vraiment à encourager. Et là, nous de notre côté, voilà, je ne sais pas si toi tu veux parler un petit peu de ce que vous offrez comme service dans ce... En fait, nous on apporte, enfin c'est pas nous, j'apporte des conseils donc sur l'aménagement de l'espace. Donc comme je l'ai dit, moi je suis plutôt spécialisé. Je suis pas un naturaliste en fait. Je suis capable de travailler sur la biodiversité commune, mais je suis pas un naturaliste. Et donc je travaille beaucoup sur les milieux très artificialisés, milieux urbains. Et voilà, je suis capable de faire travailler sur comment faire revenir la biodiversité, mais en fait, les idées sont basiques, c'est ces histoires de corridors, de réserves. Après, ce que moi je propose, c'est tout autour le travail de médiation et d'animation de groupe. C'est-à-dire, c'est pas juste faire une intervention ponctuelle qui fait joli avec des gamins en disant c'est les générations futures, super, ça rend bien, on prend la photo. C'est d'essayer de faire travailler un groupe de personnes, quelle que soit la motivation du groupe, mais enfin la constitution du groupe, mais en tout cas de faire travailler ces personnes sur un projet un peu plus global. Voilà. Donc là, nous, je dis nous parce que je travaille régulièrement avec une autre association qui s'appelle Grain d'Art. On travaille beaucoup avec le Grand Narbonne sur la végétalisation des centres de village. Donc là, pareil, c'est très basique, on ramène de la biodiversité en plantant des plantes grimpantes en milieu urbain, quoi. Voilà. Et là-dessus, on greffe tout un système de médiation entre des habitants, des groupes d'habitants et des institutions qui peuvent amener des ressources techniques. Voilà. Comme le CAUE, comme les pépinières départementales. On essaye dans nos projets, avec Sonia, de regrouper tout ça et de faire prendre un peu une dynamique. Voilà. Oui, donc nous, depuis Haute Nature, on est 3 techniciens. Et donc nous, ce qu'on réalise, c'est principalement des diagnostics sur des terrains semi-naturels ou naturels. Donc c'est principalement des viticulteurs, mais on a aussi les salins de Gruissant et de La Palme, par exemple. Le château La Baronne à Moux, qui est aussi un gros producteur viticole bio, qui a, je pense, près de 190 hectares en production. Donc nous, ce qu'on fait, c'est un état des lieux, où on fait un inventaire de la biodiversité présente. On essaye de détecter les problèmes éventuels qui sont présents sur le territoire, et en général, il y en a. Les espèces patrimoniales qui pourraient être mieux gérées, voire une gestion qui favoriserait le retour d'espèces patrimoniales potentielles. Et donc ce qu'on fait, c'est des préconisations de gestion. Alors là, on explique où planter des haies, quelles espèces mettre, les techniques de plantation, les nichoirs, la création de milieux. Et puis en général, si le producteur le veut, ce qu'on fait, c'est un suivi. Alors, ce suivi peut être annuel ou peut être bisannuel, parce que parfois annuel, c'est un peu trop près. On est trop près des changements pour les interpréter. Et donc là, on fait un suivi. On fait un peu un suivi d'espèces bio-indicatrices, d'espèces indicatrices, qui va nous dire si la chose va à mieux ou va à pire. Donc voilà, ça c'est un travail qu'on fait. Principalement, nous on a décidé de se braquer sur les producteurs bio, principalement. Pas parce qu'on ne croit pas à ce qui est conventionnel, mais on se dit, si les conventionnels nous disent que c'est aussi bien que le bio, on se dit, mais pourquoi vous ne passez pas en bio? Donc nous, on attend un petit peu ce geste, qui est pour nous un engagement. Et donc à partir du moment où on voit cet engagement depuis le producteur, alors on est prêt à faire des diagnostics. Dans le cas des salins de Gruissant de La Palme, il n'existe pas encore des salins bio. Le cahier des charges n'est toujours pas établi, donc là on le fait. On a fait là aussi, par exemple, une mise en valeur des oiseaux nicheurs sur les 2 salins. Et suite à ça, on vend du sel, le sel des oiseaux, et donc une partie de l'argent qui est vendu réinvesti dans les salins.
pour maintenir les habitats, développer des habitats, construire des îlots de nidification pour les larolimicoles, par exemple. Au château La Baronne, ils plantent des milliers d'arbres chaque année sur base de nos conseils. Ils ont fait revenir le rôlier qui avait disparu, mais je crois qu'ils ont près de 3 couples en production. Donc voilà, nous c'est plus un travail naturaliste. Sur l'urbain on travaille, mais c'est au niveau des formations, pas dans les actions. Et après, donc, moi ce que je peux proposer, en fait, je vous l'ai dit, je ne suis pas un naturaliste aussi pointu, mais par contre je peux travailler pas mal donc, avec Sonia de l'association Grain d'Art, donc sur la mise en valeur et du patrimoine d'une exploitation agricole. Clairement pour des raisons commerciales, hein, pour pouvoir afficher la préoccupation environnementale d'une exploitation. Donc effectivement, moi ce que je propose, c'est des aménagements qui sont visibles, qui vont pas, des nichoirs, des hôtels à insectes, des abris à chauves-souris. Donc ça, c'est pas ce qui change fondamentalement la biodiversité d'une exploitation agricole, mais c'est ce qui fait qu'on le voit en fait. Quand quelqu'un passe sur la route, on dit ah lui il est sensible quoi. Voilà. Donc moi les installations que je propose c'est ça, c'est des choses visibles. Après je peux aussi préconiser des aménagements et c'est aussi la valorisation médiatique avec Sonia. Voilà, globalement, on a un petit peu fait le tour de notre intervention. Je ne sais pas si vous avez des questions, des propositions, des commentaires sur ce qui a été dit. Est-ce qu'il y a des producteurs ici sous le chapiteau? Je suis malheureusement arrivée en retard. Bon, en matière d'écologie, c'est pas forcément lié à l'agriculture, mais en tout cas, moi, c'est des anecdotes qui m'ont marqué pour comprendre un peu les histoires d'espèces. Tu me reprends si jamais je m'égare. Mais les loutres ont disparu. Donc, elles ont disparu, elles étaient chassées, beaucoup détruites. Elles ont disparu, elles se sont maintenues dans des petits îlots isolés. Et du coup, elles se sont maintenues parce que c'était les endroits où il n'y avait pas grand monde qui habitait et où on leur foutait la paix. Et du coup, on associait la loutre, par exemple, à la qualité de l'eau. Mais en fait, une loutre, maintenant, on se rend compte que maintenant qu'on leur fout la paix, elles reviennent, et elles reviennent bien, et en fait, elles colonisent beaucoup les milieux, y compris ceux qui sont pollués. Et en fait, l'un des facteurs écologiques qui est prépondérant, parce que c'est un grand prédateur, c'est juste la quantité de poissons. Voilà. Et moi, voilà, moi Mais là, je crois que ça rejoint. C'est un exemple qui est pas raison forcément. Peut-être qu'elle est dans des milieux plus pollués, parce qu'il y a majoritairement des milieux pollués. Peut-être. Elle trouve difficilement des milieux propres. Mais ce sont toutes ces espèces qui étaient menacées, elles sont toutes en train de se récupérer, parce qu'il y a eu des actions concrètes. Et c'est des espèces vraiment patrimoniales qui signifient quelque chose au niveau culturel. Une loutre, ça signifie plus qu'un petit scarabée, quoi, en tout cas dans notre culture. Voilà. L'aigle royal, c'est pareil, ou les vautours, ils sont grands, ça signifie, culturellement, ça signifie plus quelque chose pour nous que des petites plantes qu'on regarde jamais, quoi. Voilà. Alors pour l'anecdote de la loutre, elle a surtout disparu parce qu'à l'époque où l'Europe était encore très croyante et mangeait du poisson le vendredi, on considérait que la loutre était un poisson, elle sent le poisson, elle vit dans l'eau, elle se nourrit de poissons, donc les loutres étaient mangées le vendredi. Donc c'est une des premières raisons, c'est la chasse abusive qui a été faite sur cet animal, qui par la suite, avec la destruction de l'habitat, a fait qu'elle n'a pas pu se récupérer dans un premier temps. Mais donc voilà, c'est un bon exemple. On peut prendre la loutre, on peut prendre les lynx, on peut prendre le loup, l'ours, les gypaètes, les vautours, l'aigle royal, l'aigle de Bonelli. Toutes ces espèces se récupèrent et se portent même très bien actuellement. Et se nichent dans des habitats tout à fait altérés. L'aigle de Bonelli se trouve dans la Clappe, à 3 km de Narbonne, à côté de la route express de Gruissant. Il n'y a pas de souci. Par contre, le souci est vraiment au niveau de la biodiversité commune, où là, effectivement, le système s'effondre. Rappelez-vous, moi je me rappelle, gamin, qu'on faisait 200 km sur la route, mon père me passait une éponge et je nettoyais les vitres de la voiture et des phares. Mais là, moi je descends tous les jours sur Gruissant, si j'ai un moustique, c'est beaucoup. Donc voilà, il y a un effondrement visible en tout cas. Ça a été démoustiqué aussi. Oui, en plus, voilà. Oui. Et il n'y avait pas que les moustiques, les papillons.
Et en fait, c'est toujours surprenant en matière de protection de la nature de se dire, en fait, on passe d'un problème à l'autre. C'est-à-dire, il y a un problème qui se règle, et puis, ça y est, là, on repart sur la biodiversité commune, quoi. Eh oui, parce que tu évoquais la pie-grièche, il y a des problèmes aussi. Là, Ah oui, il y en a une qui a disparu en France depuis l'année passée. Enfin, cette année, elle ne se reproduit plus. Hein. C'est la pie-grièche à poitrine rose. Alors là, on connaît un peu la raison. Hein. On est sur le bord de sa distribution. Les espèces disparaissent par le bord et pas par le centre. Et puis, c'est un oiseau qui part par la route de l'Est. Donc, plus il va à l'ouest, plus son trajet est grand. C'est le deuxième facteur. Et le troisième, c'est qu'en Égypte, en Jordanie, en Syrie, en Tunisie et en Libye, il y a des centaines de kilomètres de filets chaque automne qui sont tendus face à la mer. Et les oiseaux, ils tombent par millions. Donc voilà, on parle de plus de 300 km de filets tendus. Et on pense que dans le cadre de la pie-grièche à poitrine rose, c'est l'élément qui fait qu'en plus de la chute d'insectes, en plus de son trajet qui est chaque année plus long dû à la désertification, mais c'était la goutte qui fait déborder le vase. Donc cette espèce a disparu d'Espagne, de France. Dans les années 30, c'était une des pie-grièches les plus communes en France. Elle nichait dans les villages. En Lorraine, elle était dans les grands parcs urbains, par exemple. Donc là, le dernier oiseau s'est éteint cette année dans l'Hérault. Le couple n'a pas produit d'œufs. Et donc voilà, c'est une espèce patrimoniale. Dans le patrimoine français, une espèce vient de disparaître. Alors c'est pas grave, hein, c'est comme si on rasait une église, hein, c'est pas grave non plus, mais on a perdu quand même un élément du patrimoine. Et donc ça va être très très difficile à la faire revenir. Donc pareil, Yves parle d'église, et pour les réflexions sur la biodiversité, le parallèle avec le patrimoine bâti, il est pas mal, quoi. Qu'est-ce qu'on conserve, qu'est-ce qu'on construit de nouveau, et comment on peut aussi bâtir sur l'ancien, intégrer de l'ancien à du nouveau, et ça c'est valable aussi pour la biodiversité. Voilà, avec toutes les contraintes techniques et voilà, les fonctions de l'espace qu'on veut lui donner. Il y a des manifs. Aujourd'hui, il y a justement une grosse manif dans la région parisienne là, par rapport à l'élaboration d'un énorme centre commercial qui va bétoniser là aussi Oui, voilà. tout un quartier. Là, on regarde. Voilà, donc ça c'est la grande menace à très long terme, tant qu'on sera dans l'utopie et dans le film Walt Disney qu'on nous sert que la croissance elle est illimitée, sans fin, et qu'on va continuer à vivre heureux même si la population continue à croître, en plus de croître sa croissance et sa consommation. Mais voilà. Donc il y a de fortes chances que l'avenir, malgré les mesures qu'on va mettre en œuvre, et que je suppose ici tout le monde est convaincu d'y participer, l'avenir est quand même très noir à ce niveau-là. Tant qu'on sera dans ce schéma irréaliste, hein, je ne sais plus qui disait, si tu rencontres quelqu'un qui dit tu peux produire à l'infini, consommer à l'infini, il n'y a pas de problème, soit il est idiot, soit il est économiste. C'est un petit peu c'est un petit peu le schéma dans lequel on est. Hein. On est une planète consommation, donc ça mène à des globalisations, des uniformisations, la disparition d'économies locales, la diversité des produits vendus, consommés, des langues, des cultures et de la biodiversité naturelle aussi. Donc c'est un système complexe. J'ai une question là. Parlez-nous du sujet un peu polémique entre agriculteurs et naturalistes des friches. Des friches ? Ah ben oui. Piscicole. Oui, alors Christelle connaît le thème. On est très proches. Oui, alors voilà, les friches, c'est un bon exemple de la perception de ce qu'est la biodiversité. Donc je connais plusieurs producteurs bio ici dans le coin, un peu plus loin, qui sont tous convaincus que le bio c'est bon pour la biodiversité. Et donc on se met à cultiver de plus en plus de bio sur les derniers terrains qui restent. Et donc ces derniers terrains sont les friches. Alors on arrive là dans le Minervois, il y a 5-10 ans, il y avait 10, 20 ou 30% de friches. La crise viticole est passée par là, donc les friches ont augmenté. Mais non, le bio augmentant et n'ayant pas de site propre, je dirais, commence à cultiver les friches. Et donc là, c'est un impact monstrueux pour certaines espèces qui sont extrêmement patrimoniales, dont les pie-grièches, dont l'alouette calandrelle qui niche ici, qui a 30-40% de la population française. Et donc, c'est là où il ne faut pas tomber dans l'angélisme, c'est-à-dire que tout système de production a un impact sur la nature.
Il se passe que le cahier des charges des bio est plus favorable à la biodiversité, surtout la biodiversité du sol, mais la biodiversité visible, tant qu'il n'y aura pas d'obligation à créer des, à maintenir des, à planter des, à obliger une surface minimum de non-production, avec peut-être un système rotatif qui serait favorable aussi pour le sol, à ne pas travailler le sol en profondeur. Voilà, petite anecdote, je vais parfois dans le tracteur d'un producteur qui est super content parce qu'il est entouré de circuits de Jean Leblanc quand il laboure ses friches. Alors je lui dis, oui, mais tu sais, c'est parce que tu es en train de tuer des centaines de couleuvres de Montpellier que les circuits sont dans la friche. C'est pas parce que la gestion de la friche a été bien faite, c'est parce que en labourant profondément, on tue tout à fond présent. Ce qui est intéressant, je pense, aussi dans cette remarque, c'est de dire que le label agriculture bio, en fait, c'est toujours quelque chose à faire évoluer. C'est-à-dire, effectivement, les critères de l'agriculture biologique, on conseille plutôt de les faire évoluer en intégrant d'autres critères de biodiversité, d'aménagement de l'espace. C'est-à-dire de ne pas restreindre un critère à la méthode culturelle sur une parcelle, quoi. Mais à élargir un peu plus les critères pour dire, voilà, il faudrait intégrer la biodiversité, l'aménagement de l'espace. Et la diversité agricole. Et la diversité agricole. Ça, Mais je fais l'élevage de brebis et pour les friches, justement. Il faut D'accord, voilà. dans les friches faire manger des brebis, c'est ça justement qui couvre les friches, qui ne fait pas qu'il y a la monoculture de la friche, une plante dominante qui prend le dessus. C'est des bêtes qui pâturent qui font que la friche reste. Voilà. Donc de la polyculture, de l'élevage, et puis aussi un truc, moi personnellement, je trouve qu'on est extrêmement arrogant, Homo sapiens. On pense que la planète nous appartient. Donc je crois qu'à un moment donné, dans l'évolution de cette biodiversité, du concept biodiversité, il faudra nous poser la question sur notre rôle sur cette planète. Il n'est pas normal, de mon point de vue, que chaque mètre carré appartient à quelqu'un, à un propriétaire, et est régulé par une loi qui va détruire, entretenir ou protéger ce mètre carré. Donc on est un petit peu là dans une logique où on a l'impression que les terres perdues, le gel des terres, c'est des terres perdues. Eh bien, pas du tout. Ce sont des terres qui permettent des activités plus extensives telles que l'élevage, mais c'est aussi des terrains qui permettent de rendre à la nature ce dont elle a besoin. Et donc dire de rendre à la nature ce dont elle a besoin, c'est dire ce que nous avons besoin, parce que quelque chose que l'être humain oublie peut-être, c'est qu'on est aussi un animal. On fait aussi partie de l'écosystème, et donc toute action qu'on mène n'est pas artificielle, mais toute action qu'on mène peut avoir un impact, et sur le long terme, un impact sur notre propre avenir, ou qualité de vie, confort de vie, tout ça. souvent, ce qui permet le maintien de la biodiversité, c'est qu'en fait, un espace quitte le champ de regard d'un potentiel gestionnaire, que ce soit un agriculteur, un urbaniste, quel qu'il soit. En fait, c'est à cet endroit-là où la biodiversité va se développer. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui regarde et qui ou a envie de faire quelque chose, ou il dit « Ah mais c'est sale, ou il faut nettoyer ». Et là, ça devient problématique. Ça devient problématique, mais en sensibilisant, en intégrant toujours la biodiversité, c'est de se dire, là maintenant, on n'est pas dans quelque chose d'informel ou de non calculé, que la biodiversité survive, mais là, on bascule dans quelque chose qui est non spontané, c'est-à-dire de dire vraiment, à un moment donné, cet espace, je vois qu'il est bordélique, mais je le laisse comme ça, quoi. Et souvent, là, pour l'instant, encore en ville, les espaces, les fossés, en fait, on ne le considère pas comme une réserve de biodiversité, mais en fait, on ne le voit pas. La biodiversité s'y développe, c'est très bien, mais en fait, on ne le voit pas. Et tant mieux, et c'est aussi le rôle quand on fait de la médiation, c'est dire attention, parce que quand on commence à faire regarder quelqu'un à un endroit, là, faut bien étayer, faut bien sécuriser, parce qu'on ne sait pas trop de quel côté le coup va tomber, quoi. Donc, c'est de dire, après, c'est tout de suite, et c'est là aussi où ça compte la communication. Donc, moi, je reviens un peu sur ces histoires d'urbain, mais aussi en agriculture, c'est de travailler sur la communication en disant, là, il y a une friche, mais c'est voulu, ou en tout cas de le montrer comme quelque chose de valeur, en fait, qui est une friche, quoi. Et c'est pas du laisser aller, c'est pas du laisser aller, c'est pas du laisser aller, c'est pas de la négligence.
Voilà, c'est quelque chose de calculé. Et ça, en communication, ça compte beaucoup. Voilà, de faire basculer un environnement et sa diversité de quelque chose de spontané, c'est-à-dire ça se passe comme ça, et puis si ça survit, tant mieux, à un truc, non, on le calcule. Et là, par contre, ça sera pas spontané, ce sera bien calculé et ce sera volontaire. Mais c'est là où il y a un changement de regard, quoi, entre la personne qui gère, la personne qui regarde aussi. Juste une petite minute pour terminer avec la question de Christelle sur les friches. Là où nous, on peut aider, on le fait régulièrement, c'est qu'on est à même de donner des conseils aux agriculteurs là, qui gèrent ce genre de terrain pour essayer de réduire l'impact. Et donc, l'impact, il peut être réduit sur la fréquence de fauche, la période de fauche, le type de travail du sol qui est effectué, et sur des petits conseils qui semblent idiots, mais si chaque agriculteur rentre avec son tracteur au centre de la friche et au départ de la friche, commence à la faucher, les animaux ont le temps de sortir de la friche. Je vois encore très souvent, quand je vais au boulot et tout, des parcelles qui sont fauchées de manière soit latérale comme ceci, soit de manière frontalier. Et donc à la fin, on trouve un îlot dans lequel se concentre toute la faune apeurée, qui part en courant, se fait manger par les rapaces, les renards qui profitent de la situation, ou simplement se fait broyer, ce qui est en général la majorité des cas. Donc à ce niveau-là, on peut aussi donner des conseils de bon sens qui ont déjà fait leurs preuves partout. C'est toujours là pareil, donc on peut travailler avec des organismes agricoles pour faire des petites fiches là-dessus, sur des choses qui sont très simples dans la conduite de certaines pratiques dans l'exploitation agricole. On a beaucoup parlé, je trouve. C'était le but. Oui, pardon, excusez-moi. On fait des études concernant la biodiversité qui diminue et les plantes invasives qui apparaissent chez nous. Alors, nous, en tant qu'Haute Nature, on a énormément bossé, sur l'herbe de la pampa. Donc l'année passée, on a fait un projet de sciences participatives. Donc c'est une espèce, vous la voyez, c'est cette plante énorme qui a ses plumeaux qui sont maintenant très visibles, qui est en train d'envahir le département de l'Aude, comme la province de Catalogne en Espagne et les PO aussi. L'Hérault est déjà beaucoup plus colonisé. Et donc le problème de cette espèce, c'est qu'elle s'associe à la mauvaise gestion des terres. Donc une fois qu'elle s'installe, elle est très peu compétitive si elle fait face à la fétuque par exemple, ou n'importe quelle autre graminée autochtone, elle n'arrive pas à s'installer, mais une fois qu'elle s'installe, elle a une stratégie d'installation hallucinante avec des graines pionnières, des graines colonisatrices au pied de maman, du pied de maman, qui fait que on passe d'une gestion simple et peu coûteuse pour nettoyer un terrain à parfois plusieurs dizaines d'euros par pied. Parce qu'il faut aller avec une pelleteuse, on ne peut pas le faire à n'importe quel moment de l'année, il faut la détruire, il faut la brûler sans qu'il y ait les graines, etc. Donc nous, on travaille énormément sur cette espèce-là. Donc on a fait un dossier sur base de 80 bénévoles qui nous ont aidés. Ils remplissaient sur base d'une méthodologie simple la présence des pieds des colonies qui étaient caractérisées par le degré de colonisation. On a remis ça à 480 municipalités et communautés de communes de l'Aude. On n'a eu aucune réaction. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une mauvaise perception de la menace que représente, une méconnaissance de la menace que représentent les espèces exotiques envahissantes. Mais dans ce cas-là, l'herbe de la pampa, moi je le connais bien parce qu'en Espagne, j'avais fait un live sur ce thème-là en Cantabrie. Et puis aussi, le problème, c'est que cette plante dépasse la durée d'éligibilité de nos hommes politiques. Donc à partir du moment où le problème se passe dans 8 ou 12 ans, mais c'est difficile de mobiliser des gens à leur dire, écoutez, c'est important, parce que dans 10 ans, dans 15 ans, on pourrait arriver, vous savez, tous les systèmes exponentiels, avant que la courbe ne monte, on ne les perçoit. Et donc, c'est très difficile de mobiliser les services publics sur ce thème-là. Alors, il y a des réceptivités. Par exemple, à Narbonne, il commence à bien se bouger sur ce thème-là. Le Grand Narbonne nous demande de l'enlever maintenant sur une partie de son territoire, etc. Mais c'est très lent, c'est très difficile, parce que de nouveau, il y a une perception. Alors d'abord, cette plante, elle est jolie, elle est belle. Donc on en arrive à des absurdités où dans certaines villes, on voit que les ouvriers d'entretien des parcs et jardins, quand ils fauchent autour du pied pour la laisser, sans être conscients qu'ils participent de fait à la propagation de cette espèce. Donc oui, voilà, donc les espèces exotiques envahissantes,
Les espèces exotiques ne sont pas un problème, comme Manu l'a dit, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'ils sont envahissants. Et pourquoi c'est un problème? C'est qu'ils arrivent dans une niche où ils sont plus compétitifs qu'une espèce présente, où il n'y a pas d'espèce pour la réguler. Et la niche est libre. Donc ces espèces s'installent massivement, rapidement, et très souvent on est dépassé par la situation. Et donc, si on ne prend pas le problème à la base, en étant conscient et en utilisant les... Vous savez, on a un petit peu l'impression que cette diversité fait qu'on est tous différents. Et donc on se dit, dans l'autre, ça ne va pas se passer comme ça s'est passé dans les Pyrénées-Atlantiques. Évidemment, c'est très différent. Et donc chacun attend un petit peu de voir s'il a une spécificité qui justifie son inaction. C'est là aussi où il y a un regard culturel, c'est-à-dire à quel moment aussi, quel regard on a sur ces espèces invasives. Et là, ça vaut le coup effectivement d'avoir des données scientifiques pour dire quelles sont celles invasives, en tout cas, ou nouvelles, des espèces qui viennent d'autres continents, c'est-à-dire à quel moment on dit ça pose un problème et celle-là, elle n'en pose pas. Je crois qu'elle le pose quand elle est invasive. Voilà. Mais donc c'est une sur 2000 espèces qui arrivent en Europe chaque année, plus ou moins. Là où moi je pense que, alors on a eu des débats là-dessus avec Yves, c'est que là où moi je pense qu'il faut vraiment se méfier, c'est est-ce que c'est intéressant de mobiliser des politiques en tant qu'association de protection de la nature? Est-ce que c'est intéressant de mobiliser des politiques sur la destruction du vivant? Parce que malgré tout, même si on détruit une espèce invasive, c'est du vivant. Et ça les conforte aussi dans l'idée de dire « Ah, mais la nature, il faut la gérer, quoi. » Ça, moi je pense que... Je crois que le débat n'est pas valable pour les espèces invasives. En tout cas, les espèces invasives, on peut ne pas discuter ça, de dire ça pose un problème. Moi, je parle, ce qui est discutable, c'est la mobilisation des élus sur un sujet comme ça. Moi, je préfère dire les élus, vous remuez le cul pour sauver cette espèce, plutôt que vous remuez le cul pour flinguer celle-là, quoi. Ensuite, il faut faire attention. Moi, je pense qu'il faut faire attention aussi, souvent, mais parce que souvent, il faut faire attention à la rhétorique qu'on utilise aussi en matière d'espèces invasives, c'est-à-dire de dire ah ben là, cette espèce elle est à sa place, celle-là elle ne l'est pas. Moi, je trouve que c'est des terrains super glissants. Et... Enfin voilà, juste un truc, la sensibilisation doit se faire non seulement au niveau des politiques, mais aussi des associations de conservation, parce que très clairement, le cas de l'aire de la Pampa, il est étudié depuis 15-20 ans dans beaucoup de pays. Là où il s'installe, l'écosystème se simplifie, on retrouve 2 espèces, elle et la fourmi argentine, la fourmi de feu. C'est un écosystème à 2 espèces, c'est un écosystème dans lequel ne rentre plus aucune autre espèce, qui déstructure le sol, qui amène des problèmes d'allergie, qui exclut le bétail des zones de pâturage extensif. C'est une espèce qui, en dehors de la rhétorique de si c'est exotique, invasive ou pas invasive, pose de très très gros problèmes. L'Espagne, chaque année, gaspille 850 millions d'euros pour essayer de contrôler cette espèce par la perte de biodiversité, de terrain de pâture qu'elle a, les risques d'incendie qui lui sont associés, parce que c'est une espèce qui est pyrophile. Vous savez, ces espèces colonisatrices et pionnières, elles ont des stratégies de développement extraordinaires, sauf qu'en Amérique du Sud, le lama la contrôle, ici, il n'y a personne pour la contrôler. Et donc, je suis d'accord que le fait d'être exotique, il y a une dérive facile. De tout temps, il y a eu des espèces exotiques, mais quand elle est invasive, il faut avoir un œil dessus. Le fameux papillon du Bouy dont j'ai oublié son nom, la pyrale du Bouy, voilà, le front est passé, la pyrale du Bouy n'est pas vraiment un problème et le Bouy est en train de se récupérer, plus ou moins dans beaucoup de territoires. Il va se récupérer? Oui, il est en train même de se récupérer sur pas mal de territoires. Donc c'est une espèce invasive mais qui n'est pas invasive et permanente sur un territoire. Alors que dans le cas de l'herbe de la Pampa, c'est une plante qui peut peser plus d'1 tonne quand on l'enlève. Elle a une durée de vie de 12 à 15 ans, elle crée des allergies, elle blesse le bétail, elle exclut les autres espèces. Donc là, je veux dire, c'est vraiment un problème qui a été étudié. On n'est plus dans le débat philosophique à parler du sexe des anges. Là, on est vraiment dans un problème qui est le même que la fragmentation de l'habitat. Il est encore en vente dans le jardinet? Oui, voilà. Voilà. Alors nous, on est en train de rentrer un projet LIFE là-dessus pour essayer de faire changer la loi française qui permet pour l'instant la vente, le transport, la commercialisation, la destruction par n'importe qui sur le territoire.
d'une part, et établir une stratégie un petit peu globale au niveau européen, du sud-ouest en tout cas, pour traiter ce problème de manière globale. Donc c'est très dur, hein, parce qu'il faut faire une sensibilisation à différents niveaux. Tout le monde ne le voit pas comme prioritaire vu qu'elle n'a pas encore tout colonisé. Mais donc nous, on espère, on va continuer à bosser sur ce thème jusqu'à obtenir résultat. Hein. Pardon ? Le sélection de cap. Ah voilà, alors le sélection de cap, là on rentre dans des spécificités que moi je connais très peu. Je ne sais pas dans quelle mesure il y a un problème. En tout cas, lutter contre le sénesson du cap, techniquement, je sais qu'il pose des problèmes à l'élevage, hein, entre autres aux chevaux qui le broutent et qui amènent des problèmes d'empoisonnement. En tout cas, enlever le sénesson du cap est beaucoup plus facile. C'est comme la griffe de sorcière, je ne sais pas si vous la connaissez, le yucca, qui sont des espèces qui peuvent s'enlever assez facilement. Et techniquement, il est assez facile de l'enlever. Toutes ces espèces exotiques envahissantes, et là je suis d'accord avec Manu, mettre des centaines de millions là-dessus, si on ne change pas le problème pour lequel cette espèce est installée, et en général ces espèces s'installent par mauvaise gestion. Elles profitent d'une mauvaise gestion humaine et elles en profitent pour s'installer. C'est le cas des plantes, c'est le cas des animaux tels que le moustique tigre qui profite du fait qu'on lui laisse des gîtes larvaires partout dans nos jardins. Et donc évidemment, lui, il aura facile à profiter de nous. Ça devient un animal domestique qui se monte dans nos voitures et qui colonise l'ensemble de l'Europe. Donc lutter contre les espèces exotiques envahissantes, oui, si c'est un problème qui a été scientifiquement prouvé, sur lequel des scientifiques ont travaillé, s'il y a des techniques d'éradication valables et surtout si la fonction des terrains nettoyés ne permet plus le retour de l'espèce. Parce qu'effectivement, c'est un puissant fait dans ce cas. Moi, je vais terminer. J'aime bien débattre et moi, j'aime bien débattre. J'ai souvent des idées qui ne sont pas arrêtées. J'aime bien quand on me convainc et quand on a des bons arguments et tout. J'aime bien changer d'avis en fait. Mais je vais vous dire où moi j'en suis dans mon boulot. Ça quitte l'agriculture. Hein. Alors vous allez vous poser la question est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Enfin voilà, je vous laisse juger. Là, l'un de mes clients. Je dis client puisque j'avais commencé en couveuse entreprise. C'est la société Lidl qui me fait intervenir sur ces constructions de nouveaux magasins et sur l'aménagement des espaces verts. Donc là, j'apporte des conseils. Je travaille en collaboration avec l'architecte paysagiste qui elle-même est bien sensibilisée à des approches paysagistes qui sont durables avec des espèces autochtones, sans eau et tout ça. Et donc, on intervient pour que sur les nouveaux magasins, pas tous, mais en tout cas quand ça le permet, il y ait donc ce système de deux corridors, c'est-à-dire sur deux côtés de l'emprise du magasin, il y a deux corridors et il y a une ou plusieurs micro-réserves. Donc, eux, ils jouent à fond sur la communication, c'est-à-dire qu'eux, ils veulent être les premiers à le faire et à le montrer, tout ça. Donc, moi, je trouve qu'ils ont ouvert une brèche. Moi, j'en profite à fond. Hein. Ils ne me payent pas très cher, mais j'en profite. Et c'est pour vous dire où ça en est. C'est-à-dire là, pour l'instant, avec cette société, on est dans l'intégration de la biodiversité en milieu vraiment urbain, artificialisé, avec des panneaux de sensibilisation sur un parking. Alors vous pouvez dire, putain, des panneaux de sensibilisation sur un parking, chez Lidl, qu'est-ce que ça fout là? Effectivement, mais chez Lidl, sur un parking de chez Lidl, on ne touche pas les mêmes personnes qu'à la fête paysanne d'Asiané, quoi. Et l'intérêt, c'est d'amener les questions de biodiversité en tout cas moi, l'intérêt que j'y trouve, c'est d'amener les questions de biodiversité au plus proche des gens avec leur caddie et dans leur bagnole, quoi. Voilà. Donc j'en suis là, moi, dans mon projet, dans mes réflexions. C'est bien, il faut de la biodiversité partout, je pense. Et du coup, là, tu as des nichoirs Oui. Oui. Comme je l'ai dit, on fait des choses qui ne sont pas forcément visibles, c'est-à-dire des choix d'essence avec l'architecte paysagiste, les corridors. Voilà, ça, on ne le voit pas forcément. Ou l'aménagement de nous paysagères, c'est-à-dire, il y a des bassins de récupération d'eau, de pluie qui sont obligatoires. Bon, au lieu de les laisser en herbe, on plante des choses dessus, quoi. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui ne se voient pas forcément. Mais après, effectivement, on travaille sur des choses, comme je l'ai dit, pour une exploitation agricole, sur des choses qui sont bien visibles.
c'est bêtement des hôtels à insectes. Bon, ça, c'est hyper à la mode. C'est aussi des colonnes ou des endroits où on pose des nichoirs, mais effectivement qui sont bien visibles. Voilà. Et pour porter un message et des panneaux. Alors, on est dans des démarches qui sont perfectibles, hein, mais on est là-dessus, quoi. Voilà, comment on fait un corridor avec une bande de 3 mètres sur les bords de l'emprise du magasin, quoi. Voilà. Les végétalisent des toits maintenant ou pas? Pas encore. Ils en sont pas là parce qu'en fait, enfin, je sais pas. Moi, je suis pas au courant de tout ce qu'ils font, mais ils font un peu de végétalisation de façade avec des câbles notamment, des câbles et des plantes grimpantes. Sur les toits, ils en sont pas là parce qu'en fait, au niveau paysager, ça amène rien. C'est-à-dire, ça se voit pas forcément. Et puis eux, ils veulent pas que ça coûte, hein. Ils veulent pas que ça coûte, quoi. Donc la végétalisation de l'urbain, de toute façon, ça commence. Il y a des techniques très pointues, que ce soit des façades ou des toits. Oui, voilà, les façades, ça commence. Nous, on commence à le faire avec Narbonne, la ville de Narbonne. On a formé leurs techniciens, justement, de la gestion des espaces verts, à intégrer la biodiversité dans les parcs urbains et aussi à végétaliser justement tous les quartiers sociaux, hein, qui sont un petit peu mode HLM, façade plein sud, où on utilise l'air conditionné à fond. Donc là, il y a des projets de végétalisation qui permettent de faire revenir la biodiversité, de faire diminuer de 3-4 degrés dans les appartements et donc de diminuer l'énergie.